2%. Un enfant sur 50, ce sont les jeunes qui ont reçu un diagnostic de TSA, de trouble du spectre de l'autisme en 2019, selon l'enquête canadienne sur la santé des enfants. Saviez-vous que certains signes au niveau moteur peuvent être observés dès les premiers mois de vie d'un enfant? Et c'est l'aspect qu'on va explorer aujourd'hui du diagnostic d'autisme qui est souvent moins abordé, c'est-à-dire les manifestations motrices précoces. Et je vais en parler avec Amélie Gosselin. Salut Amélie! Allô! Qui est ergothérapeute et cofondatrice de la clinique pédiatrique Grandir Simplement à Montréal et qui se spécialise dans l'évaluation diagnostique interdisciplinaire des troubles neurodéveloppementaux, dont le TSA. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre « Bouger pour grandir », le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Amélie, c'est un gros sujet qu'on aborde aujourd'hui, puis on pourrait peut-être se lancer en expliquant pourquoi on voulait parler de ça. Oui, effectivement, je pense qu'on voulait aborder ce sujet-là ensemble en utilisant un peu nos deux chapeaux, soit celui d'être ergothérapeute qui s'intéresse dans le dépistage précoce des défis moteurs et dans l'optique d'optimiser le développement chez les enfants. On sait que le volet sensorimoteur, c'est vraiment la fondation de leur développement. Vraiment. Oui. Puis je pense qu'on va utiliser aussi un peu notre rôle d'évaluatrice dans les processus diagnostiques de TSA. Et je pense que ce processus d'évaluation-là, plus il est fait de façon précoce, je pense que plus on peut identifier rapidement les défis, puis plus on peut intervenir afin d'améliorer le fonctionnement un peu plus global des enfants. Tout à fait, et surtout dans une optique où il peut y avoir quand même de grands délais entre la suspicion d'un TSA et l'évaluation, et encore là, jusqu'à ce que l'intervention soit disponible. Donc, plus on fait ce processus-là tôt, plus l'enfant et sa famille vont bénéficier. Effectivement. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter un article qui est une revue systématique de 78 études, des études qui se sont tenues entre 1998 et 2021. Donc, ça va quand même jusqu'à assez récemment. Et là, vous allez voir, on va bien vulgariser. C'est notre objectif. On s'est bien préparé pour ça. Mais ça va quand même être un épisode un petit peu plus crunchy, un petit peu plus scientifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner les grandes lignes tout de suite en partant de ce qui ressort au niveau des manifestations motrices précoces qui peuvent prédire, être associés finalement au TSA. Et on va ensuite les repasser une par une en donnant plus de détails pour ceux qui souhaitent en bénéficier là, plus en profondeur. Ça te convient? Super. OK. Alors, on va quand même commencer par expliquer sommairement c'est quoi l'autisme. Peux-tu nous parler un petit peu de tout ça? Bien, dans le fond, l'autisme, qu'on appelle maintenant plus le trouble du spectre de l'autisme, c'est une atteinte neurodéveloppementale qui affecte principalement la communication des enfants, l'interaction sociale et tout ce qui touche aussi au niveau des comportements restreints et répétitifs. Donc, c'est quand même une affectation qui touche le développement assez global de l'enfant et qui a un impact fonctionnel sur ses capacités de socialisation, sur le développement de son jeu, sur ses comportements et aussi beaucoup sur la communication. Et là, ce qui est intéressant de savoir, c'est que malgré les critères diagnostiques qui viennent chercher ces aspects-là plus spécifiques, on se rend compte qu'il y a d'autres aspects du développement qui sont aussi affectés dans le trouble du spectre de l'autisme, dont le traitement sensoriel, qui a souvent des particularités, et ici, l'étude nous permet de voir qu'il y a aussi l'aspect moteur qui a des particularités plus propres au TSA, puis qu'on peut même identifier précocement.
Alors, la voici, la liste des différences qu'on va explorer un peu plus en détail tout de suite après. Donc, il y a des différences au niveau neuromoteur. Tu veux juste nous nommer quelques exemples? Dont les asymétries posturales, il y a le tonus, il y a la variabilité des mouvements et la présence de mouvements stéréotypés qu'on observe souvent. OK. Il y a aussi des retards ou des différences au niveau de la motricité globale, de la motricité fine. On a le contrôle postural aussi, qui est souvent particulier. La qualité de la coordination motrice, on va avoir des éléments là-dedans. La démarche. Et la dextérité et la façon de prendre et d'utiliser les outils. Puis, on va terminer avec quelques petits conseils plus concrets. Parfait. Donc, au niveau des asymétries, pour aller un petit peu plus en profondeur, les asymétries, c'est un peu la posture qu'on utilise pour avoir un équilibre dans notre posture, dans nos mouvements. Donc, c'est l'équilibre un peu qu'on a entre le côté droit et le côté gauche, puis comment on utilise notre posture pour être efficace. Les études démontrent que les enfants, les bébés très jeunes vont démontrer des asymétries au niveau postural dans des positions de base, comme la position sur le dos, ou la position à plat ventre, où ils vont noter qu'il y a des particularités dans cette posture-là. Et ça, cette observation-là peut se faire très tôt dans le développement, donc dans les premiers mois de vie. Par exemple, à 4 mois, déjà, on peut voir ces différences-là. Mm-hmm. Et au niveau de la variabilité des mouvements, qu'est-ce qui ressort dans l'étude? Oui, on va voir que l'enfant va utiliser beaucoup moins une grande variété de mouvements, donc va avoir tendance à répéter les mêmes patrons moteurs et non pas nécessairement utiliser le patron moteur le plus efficace. Donc, ce qui va montrer des particularités aussi dans les mouvements de base, comme le quatre pattes, comme les roulades, et ce qui va montrer que l'enfant va plutôt utiliser toujours une même façon de faire et non pas une variété de façons de faire. OK. Et ça, je vois que c'est noté que dès 1 à 2 mois de vie, donc 4 à 8 semaines déjà, on peut observer que les mouvements sont moins variés chez l'enfant. Et du côté du tonus, qu'est-ce que l'étude rapporte? Dans le fond, c'est un peu la tension musculaire qu'on a au repos là, qui nous permet d'avoir des mouvements vraiment plus efficaces ou coordonnés. C'est démontré que les enfants TSA ont beaucoup plus d'hypotonie que la population générale, donc aurait un tonus moins efficace au repos, donc plus mou. Il y a une étude qui a démontré, dans le fond, que 51 % des enfants avaient de l'hypotonie, généralement, un peu partout dans les muscles de leur corps. Oui, chez les enfants TSA, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Ce qui pourrait être un signe identifié précocement dans les dépistages ou les suivis plus réguliers qu'on pourrait avoir avec les enfants, puisque ce tonus-là peut être identifié tôt. Donc, ça ne veut pas dire que si le tonus est bas, qu'il y a automatiquement un TSA. Il y a plusieurs autres conditions qui sont associées à un tonus bas, mais c'est un indicateur que ça vaut la peine d'observer d'un petit peu plus près. Bien, je pense que c'est ce qui est intéressant aujourd'hui de retenir, c'est qu'on là, on va parler de plusieurs variations dans le développement moteur. Puis c'est sûr que si l'enfant présente une de ces variations-là, c'est pas nécessairement l'indication qu'on a un possible TSA qui pourrait se développer dans le développement de l'enfant, mais c'est qu'en combinaison, si on a plusieurs de ces petits facteurs-là, de ces petits critères-là, bien là, ça peut nous amener la puce à aller un petit peu plus loin dans le dépistage pour se dire qu'il y a peut-être quelque chose au niveau neurodéveloppemental qui pourrait être présent là. OK, merci de la précision. Alors, on parlait de variabilité de mouvement. Est-ce que les mouvements stéréotypés, ça rentre là-dedans ou c'est une manifestation différente? Bien, je pense que ça s'entrecoupe. Inévitablement, l'enfant qui a moins de variété de mouvements va s'adonner à moins de types de mouvements différents. Et on se rend compte que les enfants qui se développent sur le TSA vont avoir tendance à adopter plus de mouvements, ce qu'on appelle stéréotypés. Des comportements stéréotypés, c'est des comportements qui sont plus répétitifs, rigides, non fonctionnels, qui n'ont pas de but apparent. Et le fait que les enfants s'adonnent à ce type de mouvement-là, bien, ça limite aussi la variabilité de ces mouvements. OK. Bien, en fait, ce qu'on peut préciser, c'est que la variabilité des mouvements, par exemple, pour bouger généralement de manière fonctionnelle dans l'espace, donc ils vont bouger plus toujours de la même manière. Puis dans les mouvements stéréotypés, je pense que c'est des types de mouvements qu'on retrouve moins ou pas dans le développement habituel. Par exemple, des balancements,
Le flapping, l'utilisation un peu stéréotypée des objets. L'enfant va frapper sur des objets ou même peut faire des gestes sur son corps. Et on retrouve aussi, entre autres, la marche sur la pointe des pieds qui peut faire partie un peu des stéréotypies. Mais c'est effectivement des mouvements qui sont plus atypiques dans le développement normal, qu'on va moins observer ou en moins grande fréquence dans le développement normal. Donc, ce qu'on peut retenir dans cette catégorie-là, c'est que ce sont des mouvements qui n'ont pas de fonction comme telle au niveau motrice. Ils pourraient avoir probablement une fonction de régulation. C'est sûr qu'ils sont importants à ce niveau-là, mais au niveau moteur, le battement de main, par exemple, n'accomplit pas une tâche. Non, il ne permet pas nécessairement de développer une motricité plus raffinée. Compte tenu qu'on répète le même mouvement qui a toujours le même patron, mais ça ne permet pas d'avoir une diversité ou un mouvement qui est plus évolué ou plus fonctionnel. Là. OK. Et c'est 85% des jeunes qui démontrent une ou plusieurs types de stéréotypies motrices. Oui, fait que ça devient, dans le fond, des drapeaux rouges un peu au dépistage de TSA. Hein. On le voit spécifiquement beaucoup autour de 2 ans. Hein. C'est un âge un peu clé là, qu'on peut se donner. Là, fait que moins tôt. Un petit peu moins tôt, les stéréotypies, parce que l'enfant, pour faire ses stéréotypies, a besoin quand même d'une certaine base au niveau du développement moteur. Là. Mais autour de 2 ans, c'est beaucoup là où on les perçoit beaucoup, où on peut les identifier, même le 18 mois. Là, c'est 18 mois, 2 ans. Là, OK. Puis, le développement moteur en tant que tel tend à se développer avec des retards. Donc, dès l'âge de 12 mois, entre 1 et 3 ans, finalement, il y a des retards significatifs qui apparaissent autant en motricité globale qu'en motricité fine, avec pour plusieurs la marche qui arrive un petit peu plus tard et la motricité fine aussi qui s'installe moins rapidement. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'écart entre le jeune sur le spectre de l'autisme et les autres, c'est qu'il est tout petit lorsque j'ai 3 mois ou j'ai 6 mois, mais que l'écart se grandit au fil du temps. Donc, plus le temps passe, plus l'écart avec la norme grossit et ça devient de plus en plus difficile à rattraper, probablement. Un autre élément d'intérêt, c'est que plus il y a de retard moteur, plus il y a de liens avec des comportements autistiques qui vont être plus intenses un petit peu plus tard, là, vers l'âge de 2 ans, par exemple. Oui, ils se rendent compte qu'il y a une corrélation entre l'atteinte motrice et le reste de l'atteinte des autres sphères de développement, dont la communication, le langage expressif, pragmatique, même la motricité fine, mais toutes les sphères vont être plus atteintes lorsque la motricité est plus atteinte précocement. OK. Alors, on parle de retard moteur dès l'âge de 6 mois. Donc, à 6 mois, on peut observer les retards moteurs qui déjà peuvent prédire que le langage, la communication, les autres aspects pourraient être davantage atteints un petit peu plus tard. De là, plus on remarque ça tôt, plus on peut commencer à soutenir déjà cet enfant-là à différents niveaux. Peu importe que le diagnostic arrive ou pas plus tard, trouver des façons de créer des contextes pour le stimuler puis lui permettre de progresser dans tous ces facettes de développement, dans le fond. Oui, c'est super intéressant, cet aspect-là. Là, oui. Parle-nous donc de contrôle postural. On a remarqué qu'entre autres, le contrôle postural a la capacité à maintenir des bonnes postures de travail, de jeu, plus stables et équilibrées. On a remarqué que chez les enfants TSA, ce contrôle postural-là était moins efficace. Donc, les enfants avaient plus de difficultés à maintenir des bonnes postures à la table, à l'école, de jeu. Hein. Quand on parle pour les plus jeunes, ça va être beaucoup plus des postures de jeu. Donc, ça a été montré que les enfants TSA avaient de moins bonnes habiletés à ce niveau-là aussi. Là. OK. Alors, on parlait de retard moteur, mais au niveau de la qualité des mouvements, il y a aussi des particularités. Et on peut parler de maladresse, mais c'est quoi concrètement une maladresse? Bien, c'est quand on approche un objet, par exemple, pour le prendre, bien, si on n'a pas la bonne vitesse, la bonne ouverture de la main ou le bon timing, si c'est un objet qui est en mouvement, par exemple, bien, c'est sûr qu'on peut être moins efficace dans le geste qu'on essaie de faire. Fait qu'il va y avoir des éléments dans tout ça. Oui, puis ce qui est intéressant avec les enfants TSA, c'est qu'ils ont cette difficulté-là à s'ajuster au contexte ou à ajuster leur geste moteur en tenant compte de l'environnement. Fait que ça, c'est ce qui contribue beaucoup à ces défis moteurs-là de coordination.
parce que l'enfant ne va pas ajuster la force à mettre sur un objet, exemple, s'il joue au ballon avec un plus jeune enfant, ou ne va pas nécessairement tenir compte qu'il y a des obstacles dans l'environnement. Donc, c'est ce qui va créer cette maladresse aussi là au niveau de nos enfants TSA. Là. C'est intéressant parce que on peut peut-être faire des liens avec la variabilité des mouvements. Généralement, nos mouvements deviennent ajustés à la tâche, à l'environnement. Donc, c'est comme si la préparation du mouvement était plus stéréotypée et il y a moins de considération du contexte, comme tu disais, de l'environnement pour s'ajuster en cours de tâche. Puis, on développe ces habiletés-là avec l'expérimentation. Hein? Tu sais, je veux dire, un enfant, un bébé qui apprend à marcher, on voit tout de suite la différence. Hein? Il n'y a pas eu beaucoup d'expérimentation, donc va être instable, va avoir une base très élargie, va être beaucoup moins adroit. Hein? Et on va voir de la maladresse, va s'enfarger, va avoir de la misère à contourner les obstacles. Ou s'il y a un autre enfant qui s'approche trop vite, on va voir des réactions de déséquilibre. C'est la même chose pour nos enfants TSA qui ne développent pas une variabilité dans leurs mouvements. Bien, c'est qu'ils vont pas être capables d'utiliser l'efficacité dans leur mouvement parce qu'ils n'ont pas plein de petits chemins moteurs qui ont été faits pour savoir lequel utiliser qui sera le plus adapté à la situation ou n'aura pas assez d'expérimentation dans différentes variétés ou contextes pour avoir développé cette subtilité-là ou cette capacité-là d'avoir des gestes moteurs plus complexes, plus raffinés. Donc, ce manque d'exposition-là, de variabilité, comme on parlait plus tôt, a un impact sur la qualité et l'efficacité de nos gestes, éventuellement, là, tout au cours de la vie de l'enfant. Là. C'est comme si le répertoire de possibilités motrices était moins développé. Un peu comme quand on utilise Google Maps pour aller à quelque part et que ça nous montre plusieurs chemins en fonction du trafic, puis de la situation, puis de l'heure du jour, puis on prend le meilleur pour cette activité-là, mais ça serait, dans le fond, on a juste un chemin pour arriver à bon port. Du meilleur, il faut avoir les autres possibilités à l'intérieur de soi. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'enfant TSA n'a pas ces autres possibilités-là, ce qui fait qu'il n'arrive pas souvent à s'ajuster efficacement. Là. OK. Puis au niveau un peu plus fonctionnel, là, dans les déplacements, donc l'enfant va apprendre à marcher. Qu'est-ce que seraient certaines différences dans la qualité de la marche? Ce qu'on remarque beaucoup dans la démarche de nos enfants TSA, c'est qu'ils vont manquer de fluidité. On va avoir l'impression qu'ils se déplacent en bloc, qu'ils bougent sans dissocier tout leur corps ou sans avoir la conscience que tout le corps est impliqué dans des mouvements comme la marche, la course. Donc, on va observer, entre autres, un manque de balancement des bras, comme s'ils ne savaient pas quoi faire avec leurs bras pendant la course ou pendant la marche. Et même plus tôt, on peut voir dans la démarche ce manque de dissociation-là au niveau, mettons, des roulades ou du déplacement à quatre pattes, où l'enfant va avoir l'impression de se déplacer en bloc. C'est ce qu'on remarque. On va avoir tendance, des fois, à les qualifier comme étant des petits pantins quand ils courent parce que c'est comme si tout bouge ensemble, mais il n'y a rien qui se stabilise pour être efficace. Oui, parce que dans le fond, c'est un mouvement global et toutes les parties du corps devraient se positionner et se coordonner pour optimiser le mouvement. Mais c'est comme s'ils marchaient plus avec leurs jambes qu'avec l'ensemble du corps. Effectivement, oui. Puis au niveau du déroulement du pied? Bien, toute cette fluidité du mouvement-là, hein, dans le fond, quand on analyse la course, même chez les plus petits, il va y avoir une fluidité. Hein, le geste, on va voir l'enfant vraiment être fluide, hein, comme si le mouvement suit une vague un peu. Hein, donc, il va venir déposer le pied de façon efficace sans taper du pied. Va avoir les bras qui vont venir chercher la vélocité pour aller plus vite. Mais nos enfants TSA ont tendance à justement pas coordonner tout ça. Donc, vont beaucoup déposer rapidement. Tu sais, ça va être plus, on claque du pied et non pas ce mouvement fluide de déposement un peu du talon orteil. Et de là, il y a le pied plus plat aussi. On voit cette tendance-là. Moins dissocié au niveau de la courbure, la cambrure, l'arche Oui, du effectivement. Pied. Puis dans la démarche, entre autres, une des atypies qu'on remarque souvent chez le TSA, c'est la marche sur la pointe des pieds aussi, hein, qui est une façon de se déplacer qui est plus particulière, puis qui est peut-être moins efficace aussi pour aller chercher plus d'efficacité dans les réactions d'équilibre postural, dans les mouvements plus complexes, dans les déplacements. Oui, tout à fait. Puis, au niveau de l'utilisation des objets, bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a moins de jeux constructifs, donc moins de manipulation en jeu libre. Donc, l'utilisation de l'objet aussi, elle est moins variée. Et au niveau de la qualité des manipulations, si on les mesure, elles sont moins développées. Et quand on parle de manipulation, on parle de la capacité, par exemple, de tourner un objet dans la main. Donc, si j'ai un bloc et je veux le tourner pour bien l'aligner avec l'autre, donc on va voir moins ce type de manipulation-là. Et
tout ce qui est préférence manuelle, ça peut être plus ambigu, ça peut être plus long à s'installer, possiblement en lien avec les asymétries puis la capacité de coordonner tout ça. Bien, la dominance manuelle devient pertinente quand je contrôle bien et que j'ai bien conscience des deux côtés de mon corps et que naturellement, le système se rend compte que c'est plus utile qu'une main développe une expertise avec une tâche et l'autre. Fait qu'on la voit moins, la préférence puis la dominance manuelle s'installer. Puis ce qui, je pense, peut influencer beaucoup cet aspect-là, c'est beaucoup dans les intérêts et encore l'aspect de variabilité parce que l'enfant TSA a tendance à explorer les objets ou son environnement d'une façon un peu plus atypique. Okay. Donc, va pas nécessairement expérimenter les objets pour leur fonction véritable. Donc, pour en faire des apprentissages, pour en faire un apprentissage moteur plus varié, peut avoir tendance à répéter des mêmes actions qui sont pas nécessairement fonctionnelles ou qui ont un but précis. Donc, qui va faire que, bien, inévitablement, ça réduit leur répertoire de jeu aussi, hein, parce que les caractéristiques sensorielles chez les tout-petits peuvent être très intéressants pour développer l'aspect plus moteur après. Mais quand on reste pris dans ces simples explorations-là, bien, ça diminue la variabilité de nos apprentissages, finalement. Là. Donc, il peut avoir plus de plaisir à explorer visuellement l'objet qu'à l'utiliser fonctionnellement. Et de là, s'il n'y a pas un but fonctionnel, bien, je m'exerce moins, par exemple, à manipuler l'objet pour atteindre la fonction. Fait que la fonction devient moins complexe. Hein? Si on prend l'exemple d'un encastrement de forme, ben, l'enfant qui va faire des essais-erreurs, qui va orienter différemment la posture du bloc pour l'insérer dans les encastrements, va développer plusieurs parcours moteurs différents qui vont l'amener à la cognition, éventuellement à des apprentissages plus complexes. Puis on voit chez nos enfants TSA souvent la tendance à rester pris dans une fonction plus sensorielle, donc à laisser tomber simplement le bloc pour entendre le bruit du son du bois sur la plaquette ou à seulement le faire bouger près de ses yeux. Donc, on vient chercher un manque d'expérimentation dans plusieurs tâches qui, normalement, le bébé ou le jeune enfant va aller chercher naturellement. Là. Et de là, bien, si je n'ai pas un objectif fonctionnel, j'ai moins de contexte pour raffiner mes préhensions et on voit des préhensions qui se développent plus tardivement ou... Bien, de là, c'est l'intention puis la fonction qui va être un peu le petit moteur pour que les préhensions se raffinent. Et si je n'utilise pas l'objet d'une manière à accomplir quelque chose, bien, je n'ai pas la rétroaction de si je le tiens autrement, si je dissocie plus mes mouvements de mes doigts et tout ça, je vais avoir un meilleur résultat. Donc, on voit des préhensions, par exemple, la cuillère, le crayon, qui demeurent plus grossières alors que pour les enfants qui se développent plus typiquement, on aurait vu cette progression-là. Effectivement. Alors, ça fait le tour des différentes manifestations qui sont rapportées dans cette revue systématique-là. Mais c'est sûr qu'on a passé beaucoup d'éléments et de détails et je vais mettre en pièce jointe au podcast la référence vers cet article-là si vous aimeriez lire et aller chercher tous ces détails-là parce qu'ils sont vraiment intéressants. Et pour nous, si on veut résumer les implications de s'intéresser à ça puis de savoir tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pense que d'identifier précocement ces signes-là au niveau du développement moteur de l'enfant est un grand prédicteur du niveau de fonctionnement adaptatif sur le plan moteur qu'il peut avoir. Et on se rend compte que le développement moteur aussi est très lié au niveau d'autonomie que l'enfant peut développer dans son quotidien. Hein. Donc, d'identifier précocement tout ça a un aspect très favorable à sa progression par la suite au niveau de son fonctionnement, de son engagement, puis de sa motivation dans les tâches, dans la réalisation des tâches de son quotidien. Là. Tout à fait. Mais là, on est resté centré sur le sujet de la motricité. Mais comme tu nous expliquais au début, tous les aspects de l'interaction sociale, la communication et les troubles associés aussi qui peuvent venir se joindre à l'autisme, comment tout ça peut culminer en des impacts plus grands que seulement sur le plan moteur? On se rend compte que, comme on disait plus tôt, hein, le TSA est un trouble neurodéveloppemental qui touche plusieurs sphères de développement. Fait que là, on a abordé les aspects plus moteurs, mais au-delà des aspects plus moteurs, il y a plusieurs autres facteurs qui contribuent aussi à cette atteinte plus globale-là de fonctionnement, dont les particularités sensorielles qui peuvent venir jouer sur leur désir d'explorer l'environnement. Hein. Nos enfants TSA peuvent avoir des hypersensibilités au son, des hypersensibilités visuelles,
visuel, un traitement multisensoriel plus difficile. Donc, ils peuvent les amener à être moins disponibles à réaliser ce type de tâches-là, surtout dans des contextes de groupe où, pour eux, c'est encore plus difficile à réaliser. Et inévitablement, chez le jeune enfant, les activités motrices sont souvent réalisées en contexte de groupe, que ce soit au parc, que ce soit au gymnase, à l'école, que ce soit dans des cours d'activités sportives parascolaires. Donc, cet aspect-là est très sollicité aussi, là. On a aussi les intérêts plus restreints qui viennent nuire beaucoup à cet engagement et à cette motivation-là à aller vers des activités sportives parce qu'on voit que les enfants TSA, leur intérêt restreint est rarement une activité sportive. Okay. Donc, bon, le lien peut se faire un manque d'expérience. Ça permet, vu que ce n'est pas leur intérêt, il y a moins d'exposition, mais leurs intérêts spécifiques à eux sont souvent plus au niveau des connaissances ou au niveau des aspects sensoriels ou au niveau d'objets très spécifiques. Donc, ça limite leur désir d'aller vers ce type de tâches-là. Et on a tout l'aspect, des défis sociaux, comme je disais, ça va avec le contexte de groupe, d'avoir les règles sociales, les habiletés sociales, de s'intégrer dans un contexte de groupe et tout ce qui est aussi réaction à la nouveauté. Quand on stimule le développement d'un enfant, inévitablement, on lui propose des activités nouvelles, des activités qui sont un peu différentes de ce qu'ils font. Bien, pour nos enfants TSA, ils peuvent être réactifs à ça. Donc, peuvent se fermer davantage un peu à cette nouveauté-là ou à ces activités-là qui sont moins communes et vouloir répéter plutôt les mêmes activités connues. Donc, ce qui a un impact inévitablement aussi sur ce développement moteur-là. Là. Puis, il y a plusieurs activités que souvent les jeunes vont apprendre, découvrir et apprendre par observation et imitation de l'autre et la capacité d'imiter ou d'interpréter les gestes d'une personne qui démontre comment faire, ça peut être moins facile d'accès. Bien, c'est ce qu'on se rend compte qui est l'un des défis aussi du TSA, l'analyse du non-verbal des autres. C'est une capacité qui est un peu préalable. Tu sais, toutes les préalables à la communication, donc d'analyser l'autre, d'observer, d'imiter les autres. C'est difficile pour nos enfants TSA. Donc, sans capacité d'imitation, bien, l'enfant est plus limité dans son développement personnel. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'encore plus la prévention, le dépistage précoce est intéressant parce que chez cette clientèle-là, on doit leur montrer ces tâches-là et non pas prétendre que, comme la majorité, ils vont imiter les gestes de leur père, ils vont imiter le jeu de leur père. Cette capacité-là est plus difficile. Donc, ça aussi, ça a un impact qui est grand et qui nécessite des fois des interventions plus individualisées ou plus spécifiques avec ces enfants-là pour qu'on leur montre comment faire ces choses-là, qu'est-ce qu'on s'attend dans ces tâches-là. Mais j'aime ça, ce que tu viens de mentionner, parce qu'on parle souvent de communication non verbale dans un contexte interaction, communication, mais à la base, tout ce qui est communication non verbale, c'est de la gestuelle, c'est de la posture. Donc, si dans mon corps, moi, je ne vis pas ces postures-là, par exemple, démontrer mon intérêt en me penchant vers l'avant ou le contact visuel, par exemple, me surcharge, bien, je vais avoir plus de difficultés à interpréter parce que, pour moi, je module moins mes interactions, puis avec des gestes, puis des expressions faciales aussi. C'est super intéressant parce que c'est le signe précoce. Bien, dans le fond, c'est le développement précoce de la communication, les gestes, le non-verbal. Donc, de savoir qu'il y a une atteinte très tôt dans la gestuelle, dans le développement moteur, bien, ce qu'ils se sont rendus compte dans la littérature, c'est que ça a un impact direct sur la communication parce que l'enfant TSA n'utilisera pas ces gestes-là et ne décodera pas très bien les gestes chez les autres non plus. Donc, ces intentions sociales-là ne seront pas bien perçues, ne seront pas bien interprétées et tout ce qui est aussi dans le partage de plaisir. Tu sais, plus l'enfant est jeune, il y a moins de moyens verbaux pour s'exprimer ou pour partager ou pour interagir. Donc, les enfants utilisent beaucoup la gestuelle quand ils sont plus jeunes pour communiquer du plaisir, un intérêt, ce qui ne sera pas utilisé chez nos enfants TSA ou moins utilisé chez nos enfants TSA. Et aussi jeune que le moment où, par exemple, on pointe vers un objet pour le montrer à maman, papa, parce que je ne peux pas dire maman, papa, regarde, ou que je lève les bras vers maman, papa pour dire prends-moi parce que je n'ai pas encore le langage, on va avoir moins ces gestes-là. Puis que ça soit aussi pour faire des demandes, pour comprendre qu'on a un impact ou un pouvoir sur l'environnement en demandant des choses. Bien, les premiers signes pour faire les demandes, c'est par des gestes. Donc, si l'enfant n'a pas ces capacités-là, bien, il y a un manque de communication efficace avec son environnement, là. Bien, voilà un sujet
très pertinent que je pense qu'on a abordé aujourd'hui, qui est, l'observation précoce des mouvements de l'enfant. 2, l'implication précoce des spécialistes du mouvement, notamment ergothérapeutes, physiothérapeutes. Et on a parlé aussi de, il faut commencer l'intervention le plus tôt possible. Alors moi, ça me stimule à peut-être parler de ça, l'intervention, les stratégies d'accompagnement qui peuvent être peut-être particulières ou adaptées finalement au mode de traitement de l'information de l'enfant autiste. Je pense que ça va être vraiment, c'est quelque chose qui est très intéressant de réfléchir pour nos enfants TSA parce que ça va être la clé pour aller les chercher, pour aller les amener à sortir un peu de ces comportements-là plus stéréotypés, ces intérêts-là plus restreints et s'exposer à des nouvelles expériences motrices. Je pense que de sensibiliser un peu tout le monde aussi à ça, de trouver des stratégies plus efficaces à mettre en place ou des adaptations environnementales à mettre en place pour le stimuler, je pense que ça peut être très bénéfique puis ce serait très intéressant à discuter, là. Bien, tout à fait. Alors, on se planifie un rendez-vous pour parler de stratégies d'accompagnement, du développement et fonctionnement moteur de l'enfant autiste de la perspective de l'ergothérapie. Oui, certainement, Josiane. À bientôt. Merci. Bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!